La méthode, j'ai adopté une méthode analytique et comparative. Donc d'abord, je m'intéresse à la traduction. J'essaie de lire et de comprendre la traduction. Et ensuite, j'ai comparé la traduction automatique proposée par Facebook par rapport à une traduction réalisée par un spécialiste. Il se trouve aussi, donc, comme je vais parler après, de la technique publicitaire de la compagnie, c'est que parfois, elle fait la traduction elle-même. Donc, elle publie en arabe et la traduction ensuite. Donc, rapidement, quelques repères théoriques sur la traduction. Donc, en fait, le fait d'intégrer dans le domaine de la traduction des technologies, cela impacte à la fois le texte, mais aussi les techniques de traduction. Et donc, donc, le traducteur se voit obligé en fait de revoir un peu ses méthodes de travail, mais aussi le texte qui va être proposé par la suite sera aussi impacté. J'ai suivi un peu pour un petit peu comprendre un petit peu ce qui se passe du point de vue technique sur les techniques de l'intelligence artificielle exploitées dans la traduction. Donc j'ai suivi la communication Stéphane Amersé, malgré que c'est un discours technique, hein. Et lui, il avance, hein. Donc tout le monde utilise l'intelligence artificielle linguistique sans être conscient forcément. Et il dit, il avance, hein, il y a 50% de l'activité des traducteurs professionnels vont être touchés par l'IA. Donc, c'est un élément quand même qui attire notre attention. Aussi, il va y avoir des répercussions majeures qui touchent à la fois les pratiques professionnelles des traducteurs et les textes traduits eux-mêmes. Et nous avons Elbaz ici, aussi j'ai suivi sa communication quand elle nous a parlé justement de la traduction de chinois en français. Et justement, l'élément qui a attiré mon attention quand elle a parlé justement de la constitution de corpus de la traduction via l'intelligence artificielle, un corpus qui va être généré par l'intelligence artificielle elle-même. Et là, c'est-à-dire, si dans la traduction automatique, on avait quand même la main sur le corpus, sur les techniques de traduction automatique, parce qu'on gère quand même le corpus, on gère la traduction proposée par les outils, mais dans le cas de l'intelligence artificielle, on risque de perdre cette capacité, cette possibilité, où l'intelligence artificielle va constituer elle-même son propre corpus. Donc, elle a bien présenté dans dans sa conférence, parce que le traducteur est lui-même, et il se laisse en fait. Donc, on a tendance d'être d'accord avec elle. C'est-à-dire quand on voit un texte fluide, hein, donc comme si c'était un être humain qui l'a écrit, donc on fait confiance aveugle à la traduction par l'intelligence artificielle. Alors, rapidement. Donc, pour l'étude, donc d'abord il faut, donc j'ai préparé une catégorisation des publicités, des annonces publicitaires d'Algérie sur Facebook. Et donc j'ai trouvé trois modalités différentes. Après, c'est vrai, donc il fallait peut-être aller voir le service de communication de la compagnie pour savoir s'il y avait une stratégie de communication derrière et s'ils prennent en compte cet aspect de traduction automatique ou pas, donc chose que je n'ai pas faite malheureusement. Donc en tous les cas, je me suis contenté de mon analyse, de mon observation, où j'ai constaté que Air Algérie est publié d'abord uniquement en arabe, alors que la majorité des clients sont francophones. Donc il y a beaucoup de vols qui sont effectués entre la France et l'Algérie. Donc je me suis posé la question si elle voudrait attirer l'attention des Algériens en quelque sorte francophones, donc elle devrait repenser son modèle de publication sur le plan linguistique. Ensuite, oui, parfois donc elle publie des annonces publicitaires, des annonces uniquement en français. Là aussi la même question, pourquoi elle a fait ce choix. Sinon, j'y trouve aussi parfois des annonces qui sont publiées d'abord en arabe, suivies de leur traduction en français. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire justement Facebook, parce que lui, il voudrait aussi promouvoir son outil de traduction automatique. Et qu'est-ce qu'il va faire avec les annonces qui contiennent le texte initial en arabe, mais aussi la traduction en langue française que propose Air Algérie. On revient à notre exemple. Donc, et là, donc, on voit clairement la traduction proposée par Facebook, la réservation en ligne pour le spectacle Osra, Osra en arabe, famille en français, est ouverte. Donc, en tous les cas, le texte initial, c'était le mot ard, et ard avait deux termes équivalents. D'abord, spectacle, donc spectacle de théâtre, mais aussi offre.
Alors que parmi, donc comme on va le voir après, il se trouve que l'arabe a une particularité donc concernant la vocalisation, c'est qu'on n'a pas des voyelles explicites comme c'est le cas des langues latines, mais nous avons la vocalisation, ce sont des signes qu'on va mettre sur les consonnes pour pouvoir lire. Et parfois, si on ne met pas des consonnes, donc des signes, hein, des voyelles, donc la lecture serait difficile, pour ne pas dire impossible. Ce qui m'a attiré l'attention également, c'est que Facebook, le service de traduction, n'a pas traduit de la même façon la même annonce. Donc, sur la page Air Algérie, il a traduit le terme ard par spectacle. Et comme la télévision algérienne, pour faire la promotion des activités de la compagnie, donc ils ont repris cette annonce et l'ont publiée en arabe. Et quand il a traduit le service de la traduction automatique, quand il a traduit l'annonce publiée par la télévision algérienne, eh ben, on voit très bien le terme offre spéciale. Et là aussi, ça m'a un peu choqué. À partir de quelle base, comment est-ce que ça fonctionne cette traduction? Elle n'est pas, comment dirais-je, soit elle n'est pas stable ou elle adopte donc un système qui nécessite quand même une révision. Ensuite, en langue arabe, donc il y a une diversité quand même, il y a des synonymes, et on imagine que quand il s'agit des annonces publicitaires, donc on va essayer de mettre en avant le verbe voyager, se déplacer. Et donc en arabe, donc dans les annonces que j'ai analysées, j'ai relevé 3 verbes qui sont utilisés par la compagnie, à savoir intalaqa qui signifie littéralement partir, safara voyager et hallaqa s'envoler. Et donc là, vous avez des exemples, des annonces dans lesquelles on voit clairement la traduction proposée par Facebook. Et j'ai constaté que malgré que dans les annonces initiales en langue arabe, on utilise 3 verbes, la traduction proposée par Facebook retient à chaque fois le même verbe, le même équivalent, à savoir s'envoler. Donc je me suis dit, pourquoi pas, en tous les cas, aller voir déjà la définition de ce verbe ou des verbes comme partir, voyager, s'envoler dans les dictionnaires. Pour moi, donc c'est mon analyse. Donc une fois la définition lexicographique, donc j'ai récupéré la définition depuis le dictionnaire historique de la langue française pour voir un petit peu avec une approche diachronique. Et donc je me suis dit, peut-être Facebook a raison de traduire les 3 verbes en langue arabe avec le verbe s'envoler. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quand même dans la définition, partir, voyager, il y a un sentiment de quitter sa famille, de faire un effort physique pour justement prendre l'avion. Donc il y a ces contraintes, on va dire, techniques qui vont, qu'on va rencontrer dans le cadre d'un vol. Par contre, s'envoler, c'est plutôt prendre l'avion, c'est le plaisir. Et parce qu'on est dans le cadre de l'annonce publicitaire, à mon avis, j'ai donné raison à Facebook le fait de choisir le verbe s'envoler pour traduire le verbe intalaqa, safara, hallaqa, alors que les textes initiaux donc, contiennent les 3 verbes. Et donc, je me suis dit, la prise en charge du contexte et peut-être aussi, il s'agit de l'apprentissage profond de cet outil. Pourquoi? Parce que Facebook propose l'évaluation de la traduction automatique qu'il propose. Et donc, on peut noter la traduction. Ce n'est pas aussi développé comme DeepL, c'est-à-dire il y a une liste de mots qui sont proposés et nous, on peut choisir le mot qui convient le mieux. Mais en tous les cas, on peut noter pour dire, en tous les cas, orienter Facebook, attention, il y a un problème de traduction, que ce soit sur le plan, on va dire, lexical ou sur le plan sémantique. Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé également? Donc, chose que je n'ai pas comprise aussi, c'est que comme il s'agit d'une traduction de l'arabe vers le français, je n'ai pas compris pourquoi, alors que le terme, il est connu, hein, il est célèbre, Air Algérie, même les Algériens, on l'appelle la compagnie comme ça. On dit pas le Khotot al-Jouiya al-Jazairi en langue arabe. Et lui, au lieu de justement, donc c'est un texte en français, et au lieu de traduire Air Algérie, pas le terme arabe en Air Algérie, donc il dit
Algerian Airlines. Donc je me suis dit, mais comment est-ce que peut-être ils considèrent ça comme une expression euh, française. Après, en tous les cas, dans l'article, dans ma communication, j'explique que c'est peut-être parce qu'il s'agit de la promotion et c'est pour ça qu'on essaye de faire la mode. Et la mode, c'est de jongler avec l'anglais dans des textes publicitaires. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a utilisé le terme en anglais plutôt que celui en français. Là aussi, donc on revient à la question de la vocalisation. Et donc là, vous avez un exemple concernant traduire le nom de la ville. Ah oui, donc ce n'est pas la ville, donc c'est copier-coller, hein, pardon. Donc c'est le terme roha. Et roh en arabe, donc il y a deux termes en français, soit âme, soit esprit. Et ensuite, donc vous voyez dans l'annonce qu'il n'a pas choisi la même expression, âme vibrante, esprit amusant. Et là, je ne sais pas si vous avez constaté, c'est que dans cette annonce, on voit le texte arabe, la traduction que propose la compagnie elle-même, et ensuite, on voit quoi? On voit le texte en français qui est censé être la traduction du texte en arabe, mais aussi, qu'est-ce qu'il fait Facebook? Il va encore traduire du français en français. C'est-à-dire, il prend en bloc. Et donc, en tous les cas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris pourquoi aussi il traduit. Parce qu'il sait très bien que le client parle en français, donc il va essayer de traduire tout, malgré que le texte initial était rédigé en langue française. Donc, ça, c'est. Alors, un autre problème aussi qui a été identifié, c'est que dans la traduction des villes. 5 minutes, d'accord. Et donc là, vous avez un terme, donc Wahran, c'est Oran, donc on va dire en français. Alors que dans l'annonce, on voit Wahran. Là aussi, donc c'est une translittération peut-être, et il fallait entraîner peut-être le logiciel de traduction automatique de Facebook avec plus de données concernant les noms de villes algériennes. La même chose aussi, alors que c'est normalement connu, hein, la capitale. Et là, on voit aussi, au lieu de traduire Al-Jazair al-Asima, donc c'est la capitale de l'Algérie, c'est Alger. Alors que lui, qu'est-ce qu'il va, il va faire hein, pareil comme c'est le cas de la ville Oran. Il a dit l'Algérie, capitale. Alors, voilà, l'Algérie, la capitale. Et donc là aussi, c'est une confusion. Donc, en tous les cas, en tant qu'Algérien, en tant qu'arabophone, je ne comprends rien quand il me dit l'Algérie, la capitale. Donc, alors qu'il parle de la capitale de l'Algérie, à savoir Alger. Donc, j'ai présenté quand même des critiques à l'égard de cette traduction proposée par Facebook, mais parfois aussi, donc il y a des traductions impeccables, donc il faut le dire. Euh, on a constaté également qu'un bon nombre de traductions que propose Facebook correspondent intégralement à la traduction réalisée par la compagnie elle-même. Alors, là aussi, un autre exemple, traduire des mots arabes non vocalisés. Et là, là aussi, comme Lina donc, devrait donc trouver cet exemple très intéressant parce que là, on parle de la fête. Oui, بمناسبة اليوم العالمي. Oui, donc le verbe tuhi. Donc, je ne sais pas si vous allez remarquer un petit peu la différence phonétique. Tuhayi et tuhiyi. Et donc là, parce qu'on ne voit pas la vocalisation, hein, donc, et Facebook confond entre les deux, entre salut et célébrer. Et alors que là, on parle de donc célébrer la journée mondiale de la femme. Alors que lui, il a dit salut. Donc ça pose problème quand même par rapport au contenu de cette annonce. Là aussi, donc un autre, le même exemple, de alors, je pense que je vais terminer avec c'est l'avant-dernier diapo. Traduire des mots arabes non vocalisés également pour Mabrour. Donc, à l'occasion de pèlerinage, donc la Air Algérie, bien sûr, donc, va accompagner les pèlerins, donc elle va organiser des vols. Et elle, donc dans l'annonce en langue arabe, elle va dire Hajj Mabrour, c'est-à-dire on espère que votre
pèlerinage soit accepté. Alors que dans la traduction, on voit un pèlerinage justifié. C'est-à-dire, c'est quand on doit justifier quelque chose. À l'égard de qui, je ne sais pas. Donc, là aussi, ça ne correspond donc pas du tout au sens du texte initial. Un autre problème aussi d'ordre technique, terminologique plutôt, là aussi par rapport à l'expression à bord. Donc là aussi, je ne vois pas exactement. Donc en fait, pour traduire l'expression à la matn, qui devrait être traduit par à bord, alors que on voit en vol. Là aussi, donc c'est une question terminologique dans la traduction réalisée par Facebook. Donc quelques éléments rapides hein, dans la conclusion, c'est que donc on a constaté que la traduction proposée par Facebook est en évolution constante. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas toujours la même traduction, donc on voit qu'il y a un changement qui est effectué de façon rapide, comme c'était le cas de cette annonce de la télévision algérienne et l'annonce publiée par la compagnie sur sa page Facebook. Traduire les verbes synonymes de la langue de départ par le même verbe dans la langue cible, et à mon avis, c'est une bonne chose, le fait de prendre en compte le contexte. Difficulté constatée quant à la traduction du nom propre, là aussi, à mon avis, ça relève, on va dire, de corpus. Et je ne sais pas, donc en tous les cas, dans la conférence là, donc, de Stéphane, il a dit justement les réseaux sociaux constituent leur propre corpus. Là aussi, ce qui différencie, on va dire, ce qui permet d'analyser la qualité de la traduction automatique proposée par chaque réseau social. Inclure des termes anglais dans la traduction en français, là aussi, je ne sais pas oui, c'est pas volontaire, mais en tous les cas, moi, j'ai essayé de trouver une explication à cela pour dire que voilà, les termes en anglais, peut-être, ça attire plus d'attention des clients. Doit traduire justement de et vers la même langue. Donc jusqu'à maintenant, donc il ne distingue pas. Une fois, il prend en tous les cas l'annonce en bloc et il fait la traduction, même quand il s'agit. Donc en fait, ce qui m'a choqué également, c'est que dans l'annonce arabe, donc on voit la traduction réalisée par la compagnie, mais par la suite, logiquement parlant, c'est-à-dire il va traduire des textes de l'arabe vers le français, mais donc, pourquoi reprendre et traduire le texte rédigé initialement en français? Peut-être ça serait mieux de le traduire en anglais. Ça serait plus, plus intéressant. Difficulté constatée quant à la traduction des mots arabes non vocalisés et malheureusement, comme c'est le cas aussi de l'intonation, donc en chinois, là aussi, c'est impossible parce que heureusement, donc nous, les arabophones ont des compétences linguistiques permettant de comprendre, de se faire comprendre sans passer par la vocalisation obligatoirement. Mais pour un public francophone, donc il faudrait obligatoirement mettre les voyelles, chose qui n'est pas peut-être facile pour la machine de comprendre, donc pour comprendre le sens et le traduire par la suite. Donc la question de la vocalisation reste comme toujours une question d'actualité et et peut-être c'est à nous, en fait, de s'intéresser plus à cette question et de proposer des perspectives et des solutions pour cette problématique. Voilà. Donc, merci bien. Pour cette présentation qui... En fait, c'est fascinant de voir à quel point les difficultés de traduction dans le contexte des annonces publicitaires de l'arabe vers le français sont proches de traduction automatique, hein, sont proches de celles qu'on constate dans la traduction automatique des domaines de spécialité. Hein, parce que si je reprends tout ce que vous nous avez montré, il y a des problèmes de choix lexicaux, de choix terminologiques, des problèmes de colocation, et puis si j'ai bien compris, hein, parce que je ne lis pas l'arabe, mais pour la question des mots qui ne sont pas vocalisés, des problèmes de résolution par le contexte, mais qui ne sont pas résolus en fait, hein, mais qui devraient l'être avec un système de traduction automatique bien entraîné. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. J'aurais des questions, mais je vais d'abord laisser la salle les poser. Oui, alors on a 2 questions. Par madame.
C'était la première à lever la main. Bonjour, donc je voudrais commencer par remercier M. Mabrak pour cette présentation. Alors, vous avez dit, si j'ai bien compris, que la cause principale de la confusion de l'intelligence artificielle est l'absence de ce qu'on appelle les signes diacritiques. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous parce que là, pendant que vous étiez en train de présenter, je me suis amusée à prendre mon téléphone pour voir, par exemple, pour ARD, les différentes définitions qu'on peut trouver. Et le fait qu'il y ait un signe qui change entre le ksra ou par exemple, quand on a arada, c'est exposé. Quand on a le ard, hein, ça peut être la largeur. On a aussi arada shay, ja'alahu arid. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Et on a aussi ard, offre. Et donc, j'aurais pu aller encore plus loin parce qu'il y a d'autres définitions qui apparaissent dans ce qu'on appelle ma'jam l'arabi. Et donc, oui, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que l'absence de ces signes diacritiques pose réellement un problème parce que malheureusement, ça n'est pas encore intégré dans l'intelligence artificielle et ça peut fausser totalement le sens. Hein. Donc là, je suis entièrement d'accord, mais ne pensez-vous pas que vous avez également dit que le fait que ce soit Air Algérie qui fait elle-même ses annonces et que, bon, nous connaissons très bien le contexte puisque nous sommes en Algérie, peut-être que nos collègues qui sont là en France ne savent pas que actuellement, en Algérie, il n'y a pas beaucoup d'agences de publicité. Ces agences commencent à émerger, mais très lentement. Et donc, les entreprises sont obligées de faire elles-mêmes leur publicité. Et donc, l'absence de ce qu'on appelle l'expertise, c'est-à-dire, puisque le travail n'est pas fait par des experts, on se retrouve à faire des traductions, on recourt à l'intelligence artificielle et ça donne parfois malheureusement des catastrophes, des sens qui n'ont rien à voir avec le sens initial. Là aussi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi je pense que s'il y avait ce qu'on appelle une base terminologique, hein, s'il y avait un travail qui avait été fait par les gens en traduction, je pense que ça pourrait simplifier le travail à des agences comme Air Algérie ou autres pour se rapprocher au maximum du sens initial. Mais le fait qu'il n'y ait pas, on en a discuté tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas encore un réel investissement dans ce domaine, parce que dans les universités algériennes, il y a très peu de terminologues. Hein. Il y a très peu, par exemple, moi je viens de l'université de Mostaganem, où on a un seul enseignant qui se spécialise, qui a fait sa thèse en terminologie. Et c'est une problématique qui n'est pas du tout... C'est-à-dire, il y a peu de gens qui travaillent sur ça. D'où la nécessité de sensibiliser les collègues à travailler dans ce sens. D'où notre présence, parce qu'en voyant l'annonce, on s'est dit que ça serait intéressant de voir ce qui se fait ailleurs pour commencer un petit peu à travailler sur ces problématiques. Donc, est-ce que vous me rejoignez je ne sais pas, pour moi, il me semble que réellement, il y a un problème. Il faut intégrer ces signes diacritiques. Il faut aussi faire appel à des agences, parce que nous formons chaque année des universitaires, des étudiants qui obtiennent des masters en communication, mais malheureusement, il n'y a pas de travail derrière. Mais il faudrait aussi réaliser un travail, créer des bases pour que ces agences puissent se servir de ces travaux. Je vous remercie. Merci. D'accord. Et donc, oui, pour la base terminologique serait très importante et très nécessaire pour la traduction automatique, à la fois pour la traduction professionnelle qui va être réalisée par les agences, mais aussi pour tout ce qui est traduction automatique ou intelligence artificielle. Alors maintenant, pour Facebook, à mon avis, il constitue un corpus beaucoup plus large où il va prendre en compte à la fois les publications, les commentaires, peut-être d'autres ressources accessibles. Et donc, à mon avis, oui, c'est une solution, mais pas que. Donc, il faut aller plus loin que la base de données terminologique. Autre chose, rapidement, donc là aussi, entre le Maghreb et le Moyen-Orient, là aussi, je ne sais pas,
on aura un accord ou, sur les choix des termes dans le domaine. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un travail de coordination entre les différents pays, entre les différentes académies. Oui, merci beaucoup pour cette communication. Ma question, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, vous allez voir pourquoi. Il y a une double lecture à faire de votre travail de recherche. Il y a une part, le public ici présent, de linguistes, terminologues, lexicologues, lexicographes et traducteurs. Je laisse ce monde d'un côté. Mais il y a aussi la lecture qui peut faire le monde des entreprises de ça. Ce qui n'est pas évident du tout. Mais du tout. Nous, je vois ça, je suis fasciné et j'apprends. Fantastique. On constate et on le diffuse, ce type de problématiques. Maintenant, comment faire comprendre aux entreprises que la traduction est nécessaire et que la traduction est toujours nécessaire, mais contrôlée par un humain derrière. La traduction est un coût et ça entre dans un bilan comptable. Et dans le cas de Facebook, c'est vrai qu'ils augmentent quotidiennement leur corpus d'une manière monumentale, exponentielle, je ne sais pas comment le dire, tellement elle est gigantesque, mais nous n'avons pas accès à leur corpus sur lequel ils travaillent, puisque c'est bien gardé, c'est un terrain très très bien gardé, puisque les enjeux économiques sont colossaux. Donc il y a d'une part ce de quoi on peut parler entre nous, on se comprend et on arrive aux mêmes conclusions. Mais j'enseigne à Cage Business School, Bordeaux, Marseille, Toulon, Paris. Et puis, j'ai essayé de former durant des années des futurs managers à qu'est-ce que c'est qu'une langue, qu'est-ce que c'est que traduire et pourquoi il faut toujours qu'il y ait des bases de données, pourquoi il faut toujours avoir un traducteur humain qui vient vérifier ce qui se passe pour éviter ces genres de choses. Donc, est-ce que l'aboutissant de votre communication ne serait pas intéressante pour Air Algérie, par exemple, puisque parfois, les directeurs de la communication se disent « Ah ben ça, je fais traduire », mais ça descend les différentes strates et on ne sait pas qui traduit à la fin. Mais puisque la traduction, elle est là, je ne vois pas où est le problème. Donc, on a à faire face dans les entreprises à des gens qui ne savent pas, au fond, qu'est-ce que c'est que traduire. Et ce n'est pas évident, c'est un message qui n'est pas du tout évident à faire passer dans les écoles qui forment les cadres d'entreprise qui vont être décisionnaires et qui vont prendre la décision de payer ou de ne pas payer. Alors, malheureusement, excusez-moi l'expression, mais on n'est pas sorti de l'auberge parce que là maintenant, l'intelligence artificielle est là, elle est si merveilleuse. Donc, je trouve que ceux qui gagneraient à être informés de ce type de problème, c'est Air Algérie. Voilà, c'est tout le commentaire que je voulais vous faire. C'est très bien, merci pour votre intervention. Alors, pour moi, c'est rapide. Donc, en fait, j'ai commencé par dire, je regrette de ne pas pouvoir aller voir Air Algérie pour savoir plus sur la stratégie de publication sur Facebook. Une hypothèse, alors ça reste à vérifier, le fait de commencer par publier uniquement en arabe, et parfois il y a des publications uniquement en français, donc je me pose la question, peut-être c'est pour cibler un public arabophone ou francophone. Par contre, le fait de publier un texte en arabe, suivi de sa traduction en langue française, pour moi, peut-être ils sont conscients que Facebook traduit et peut-être parfois il y a des dégâts. Parce que entreprise, c'est quoi? C'est chercher à gagner de l'argent. Et tout à l'heure, en fait, si je n'étais pas arabophone, je vais loper l'information et je ne vais pas réserver. Et ça sera le cas de beaucoup d'Algériens parce que c'est une offre limitée dans le temps. Et donc, oui, donc il faut compléter l'étude par justement des entretiens avec ces services-là. Donc, oui, il y en a.
Juste une petite chose aussi par rapport au corpus des réseaux sociaux, c'est que ce qui fait la force des différents services de traduction automatique et la traduction maintenant de l'intelligence artificielle, c'est que leur corpus, ils ne donnent jamais aucune information sur le corpus. Parce que oui. Excusez-moi. Merci beaucoup, Samy. Juste une petite demande de précision, ou alors, je ne sais pas si tu le sais. Évidemment, l'enjeu, c'est la qualité de la traduction, on est d'accord. Je rejoins un petit peu Dardo sur ce pragmatisme de l'entreprise, etc. Je me demandais quel est le passage, parce que si donc on considère le binôme arabe-français, français-arabe, voilà, ou alors il y a l'anglais, où on traduit donc de l'arabe à travers l'anglais vers le français, ce qui parfois arrive sur Facebook et c'est pas du tout logique pour nous, mais bon, c'est ce qui est souvent le plus facile, le plus fermant. Enfin, il y a l'anglais comme langue de base à partir de laquelle on traduit. Et je me demandais en fait si le fait de ressortir l'anglicisme là où finalement on ne sait pas d'où ça vient, si à la limite ça peut pas être dû à ce passage à travers l'anglais avec des langues pivots. Mais j'ignore parce que je connais pas vraiment les combinaisons, mais c'est vrai que comment dire, vu le résultat de certaines traductions, ça pourrait donc aussi être possible. Merci Yana pour ce commentaire, cette question en fait. Là aussi, c'est une piste, c'est que en fait Facebook a identifié automatiquement que, parce que je publie en français sur Facebook, il a identifié que je parle français, c'est pour ça, et il me propose la traduction sans le texte, hein, donc sans le texte initial en langue arabe, uniquement la traduction. Et je me demande en fait, donc peut-être d'aller voir les arabophones, les Algériens qui sont par exemple donc en Angleterre, et est-ce que Facebook propose justement une traduction, mais cette fois-ci en anglais. Après, on va comparer justement la qualité de la traduction en français et en anglais par rapport au texte. Et après, peut-être on arrive à identifier comment est-ce que ça fonctionne la traduction de Facebook. Est-ce qu'il fait la traduction directe ou il passe par la langue pivot anglais pour aller vers les autres langues? Facebook va passer à l'IA. Donc la question ne se posera plus, c'est-à-dire qu'il va être entraîné sur des corpus comparables dans les différentes langues. Là, c'est vrai que pour l'instant, il y a plus de pairs anglais avec d'autres langues que de pairs français. Avec, mais en même temps, entre le français et l'arabe, je pense qu'il y a quand même dans pas mal de systèmes. Il y avait une question encore. Oui. Oui. Alors, 2 questions et après, on arrête. Merci. Alors, la première chose, c'est une petite remarque. J'ai reçu, en ligne, à l'ISIT, 2 jeunes femmes qui sont en Tunisie. Et elles sont traductrices ou apprenties traductrices. Et elles ont fait leur stage dans une boîte qui a forgé un moteur de traduction spécial pour la langue tunisienne. Alors, ils nous ont expliqué que la langue tunisienne, il y avait de l'arabe, mais il y a aussi du français, de l'italien, etc., que quand on mettait dans les moteurs de traducteurs automatiques, ça ne donnait rien parce que ce n'était pas adapté. Et donc, en fait, c'est des ingénieurs, linguistes, etc., qui ont forgé un moteur spécial pour le tunisien qui fonctionne très bien et qui facilite notamment toutes les relations commerciales. Etc. Voilà, ça, c'était un témoignage. Et puis sinon... donc vous avez cité ma conférence, je vous remercie. C'était une conférence en mai 2022 à Montréal sur l'usage de la traduction automatique dans ma combinaison chinois-français. Alors par contre, je me souviens plus du tout avoir parlé de l'IA sur les corpus. Donc, Alors, c'était une question à la fin de votre conférence à laquelle vous avez répondu justement, on a peur en fait. Oui, donc et vous avez dit comme ça, on a peur en fait, le fait que l'IA arrive, c'est pas mon ordinateur, pardon. J'ai téléchargé votre conférence et donc le fait que l'IA arrive un jour, maintenant elle est en train de faire son propre corpus. C'est-à-dire, donc on va...
perdre cette trace humaine sur la traduction. Et du coup, donc, pour le moment, on entraîne l'IA à partir des corpus alignés ou comparés, réalisés par l'homme, mais on risque de perdre cette possibilité. D'accord. Bon, encore une question. Moi, je dirais merci beaucoup, Samy. On a beaucoup échangé déjà avant ta présentation. Je suis enchantée de voir ce colloque. Je pense que pour moi, en tout cas, c'est l'espoir de faire travailler nos terminologues ici bien, comment dire, préparée à toute la littérature qui est déjà bien ancrée, la mise, comme elle a souligné ma collègue, la méthodologie, la formation. Et en fait, je pense que c'est une pyramide. On peut même parler d'une triade. Donc, il doit y avoir des universitaires, des académiciens qui réfléchissent sur la terminologie, aussi de la pragmatique, donc en tant que recruter des traducteurs, d'où la nécessité justement de mettre le budget qu'il faut. Donc il faut croiser ces données pragmatiques avec la formation académique et ensuite des informaticiens. On avait dit le problème de la raison pour l'arabe. Moi-même, je t'avais dit que c'était un peu difficile de travailler sur tout ce qui est le kasra, le dhamma, le fatha. Enfin, c'est les problèmes qui reviennent et on travaille tous les jours avec nos étudiants. En tout cas, je parle de l'Institut de l'ISIT ou ISIT, les deux pour la traduction. On leur dit toujours, méfiez-vous de la traduction IA. Justement, il faut réviser derrière. Donc, je dirais que l'humain ne peut pas s'effacer derrière, mais même si l'IA, elle est au summum de la technologie, mais je pense que l'expertise humaine ne peut pas s'effacer, justement, ne serait-ce que pour résoudre ce genre de problème. Et merci infiniment pour cette présentation. Oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Vous avez pu l'entendre ce matin. L'expertise humaine est indispensable. Cette présentation a suscité de nombreuses remarques et commentaires. Donc maintenant, nous accueillons Ludovica Magui et Karima Matout. Donc, Ludovica Magui est là, à distance. Elle est traductrice et interprète de conférences accréditée auprès de l'Union européenne et maître de conférences et responsable du master recherche en traductologie à l'ESIT, à la Sorbonne Nouvelle. Elle s'intéresse au discours et à la communication institutionnelle dans la pratique et la pédagogie de la traduction et de l'interprétation. Et dans sa recherche, elle met en résonance l'analyse linguistique et traductologique avec ses expériences professionnelles au service d'entreprises, institutions et organisations internationales et se laisse inspirer par les enseignements tirés de ses études en relations internationales et diplomatie, ainsi qu'en gestion, marketing et communication d'entreprise. Et Karima Matout, qui est ici, est traductrice et interprète expert près la Cour d'appel de Versailles. Elle est docteure en sciences du langage et traductologie et travaille sur la question de la sémantique lexicale, référence, dénomination, discours et traductologie. Depuis son doctorat en sciences du langage en 2011, merci, il manquait le 1. Ces questions de recherche portent sur la compréhension des mécanismes de la nomination des objets uniques dans une langue culture autre que celle dans laquelle ces mêmes objets ont été parfois eux-mêmes nommés. Donc, néologie d'origine et de transfert. La nature complexe de l'unicité et, dans certains cas, les conditions de leur transfert. Elle est chargée d'enseignement au département LEA à la Sorbonne Nouvelle, en linguistique et traduction juridique et technique, et à l'ISIT. Elle s'intéresse également à l'innovation et à la mise en œuvre de nouvelles pratiques de transformation pédagogique dans l'enseignement de la linguistique et de la traduction. Et donc, nos deux collègues ont la parole pour nous parler d'une approche discursive et communicationnelle de la terminologie au service de la traduction, le cas du développement durable. Nombreux ici. Nous sommes très heureuses de pouvoir vous présenter la traduction du discours durable à l'ONU. Nous sommes donc, je répète pas, Ludovica à distance et moi. Comme vous l'avez entendu, traductrice, donc interprète. Nous sommes chercheuses en traductologie, bien évidemment, et ici présentes parmi vous aujourd'hui. Traductrice. Nous avons donc, je vous laisse défiler la diapositive.
pense que c'est beaucoup mieux. Merci. Donc, nous avons étudié un corpus exploratoire constitué de 2 textes produits en environnement ONU. Donc, il s'agit d'un rapport de secrétariat général, comme vous voyez sur la diapo, et une déclaration de l'Assemblée générale. Tous les 2, donc, ils sont élaborés en 2023 dans un contexte de révision intermédiaire des objectifs du développement durable. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'agenda 2030. Pour chacun de ces textes, du coup, nous avons pris en compte la version anglaise, française et arabe. Et, bien évidemment, nous avons composé ainsi un corpus trilingue. À partir de ce corpus, donc, nous sommes interrogés sur la nature, le rôle de la traduction, de la terminologie, dans un discours ONU sur le développement durable. Plus précisément, nous avons souhaité justement vérifier si les termes s'accompagnent justement d'un réseau de non-termes, donc une multitude de termes qui sont dans leur emploi spécialisé et d'autres termes qui ne sont pas forcément, à première vue, des termes au sens du sens terminologique. Donc, nous sommes également interrogés sur le traitement du réseau terminologique, non terminologique, en traduction. Donc, dans les 2 textes de notre corpus, la visée diplomatique, la communication diplomatique intergouvernementale, l'emporte sur le choix des termes qui sont effectivement et qui comportent le tissu de notre corpus. Pour le cadre théorique, j'y viens. Donc, notre réflexion multidisciplinaire, comme vous voyez, nous avons mis en résonance donc multilatérale, pour ainsi dire, la terminologie avec le discours, et bien évidemment la traduction et la communication, en nous appuyant bien évidemment sur les travaux qui ont mis en lumière les interactions minima bilatérales que les disciplines entretiennent entre elles. Sur le front de la terminologie, en discours, nous avons formulé l'hypothèse que le discours ONU sur le DD, le développement durable, se compose à la fois de termes simples comme complexes, d'unités lexicales également polylexicales, séquences polylexicales ritualisées, bien que non lexicalisées en ce sens, ne faisant référence surtout à ce que Crick-Planck appelle le discours institutionnel, standardisation des discours institutionnels. Précisément, nous empruntons un concept qui appartient à Blanco, Escoda et Mejri de pragmathème. En fait, la séquence polylexicale, comme elle se produit dans nos corpus, on pourrait justement emprunter je cite cette définition qui nous sert, bien évidemment, en disant, comme il dit Mejri et Skoda, la séquence polylexicale employée comme expression standard pour véhiculer un certain contenu sémantique dans une situation de communication donnée peut devenir un pragmathème après une période de ritualisation de l'énoncé qui familiarisera l'usage avec cette formulation, à tel point qu'il aura tendance à rejeter comme pragmatiquement inadéquate d'autres formulations possibles concurrentes. Sur le plan du coup discursivo-communicationnel, notre hypothèse est que ce discours sert la visée diplomatique de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies souhaite non seulement informer ses cibles, bien évidemment, c'est qui ses cibles, les gouvernements et l'opinion publique, sur l'état de l'avancement de la feuille de route pour la réalisation des objectifs de l'ODD, mais également les inviter à adopter une vision partagée des défis existants à mener des actions convergentes pour atteindre les objectifs de l'ODD. Donc, en d'autres termes, si on suit la visée de Moiran, Sophie et de Charodeau, on pourrait imaginer que les unités terminologiques et non terminologiques contribue ainsi au triple objectif qui est un défi de faire savoir, faire faire, donc on appelle à faire l'action, et surtout faire consensus. Sur maintenant le plan de traduction, donc s'agissant de la traduction, nous avons parié surtout qu'en anglais comme langue source pour des versions en français et en arabe, et comme elle l'a dit notre amie il y a aussi 6 langues, on ne va pas répéter. Donc le discours de l'ONU, il est décliné dans d'autres versions. Nous, bien évidemment, on a retenu le français et l'arabe pour comparaison. Nous avons du coup anticipé une approche traductive par correspondance, qu'on appelle correspondance syntagmatique. Autrement dit, conservatrice du réseau terminologique et non terminologique du discours source pour la démultiplication des visées communicationnelles dans différentes langues.
Voilà, et je laisse la parole à ma collègue. Très bien. Donc, attendez que je m'organise avec. Très bien. Donc, quelle a donc été notre méthode? J'espère que vous la voyez bien sur l'écran. Oui, tout à fait. Alors, après quelques observations préliminaires non outillées, nous avons procédé à constituer 3 corpus bilingues sur Sketch Engine. Sketch Engine, nous avons commencé à le manier il y a quelques mois et nous n'avons pas réussi à construire des corpus trilingues, donc nous avons travaillé sur 3 corpus bilingues, c'est-à-dire français, anglais, français, anglais, arabe, et puis un corpus de vérification français-arabe. Ensuite, nous avons eu recours aux fonctionnalités liste de mots, mots-clés polylexicales et à la fonctionnalité n-gram pour identifier les termes et les non-termes. Par la suite, donc une fois réalisée cette extraction à partir de Sketch Engine et cette catégorisation de nos termes et non-termes, nous avons vérifié la présence des termes et des non-termes dans la base terminologique de l'ONU, UNTERM. Enfin, nous avons employé la fonction concordance bilingue de Sketch Engine à nouveau pour observer les traductions français-arabe du corpus, enfin du texte source anglais. Je précise, c'était un pari, donc c'était une hypothèse 0, celle que le texte source soit en anglais. Cela nous a été immédiatement confirmé. Nous allons le voir plus tard à travers une de nos étapes de terrain. Donc je vous dis que c'est une hypothèse confirmée. Le type de texte, les 2 types de textes auxquels nous avons affaire, c'est-à-dire un texte émané, émanant du secrétariat général, qui est l'organe central qui représente l'ONU tout entier, est écrit en anglais, et la déclaration de l'Assemblée générale, qui est un texte diplomatique concordé par les représentants des États membres, est également un texte écrit en anglais. Donc, c'était une hypothèse qui nous a été confirmée. Donc, nous avons travaillé sur la fonction concordance bilingue pour observer les traductions françaises et arabes du corpus source en anglais. Il faut signaler que pour l'arabe, l'outil Sketch Engine ne nous a pas paru suffisamment performant. Nous avons alors procédé à nettoyer et à compléter les données manuellement. Nous avions d'ailleurs au préalable déjà réalisé une première vérification manuelle qui nous a servi pour compléter. Enfin, nous avons mené une étude de terrain. Nous avons étudié les manuels de traduction ONU en tant que témoignage de la pratique traductive dans l'organisation, pris en compte les témoignages également professionnels de Madame de Saint-Robert, qui était ancienne directrice de l'unité de traduction à l'ONU Genève. Donc tout cela nous a servi comme point de départ pour vérifier des pratiques de traduction, et nous avons également eu le plaisir d'interviewer Christelle Auer, coordinatrice de la terminologie française à l'ONU Vienne. Alors, nos enquêtes, nos observations et notre enquête terrain ont globalement confirmé nos hypothèses avec quelques nuances que vous nous présenterons. Tout d'abord, alors, je me permets de revenir, si vous le voulez bien, sur nos questions. Je vous reprends. Attendez juste une seconde. Ouais. Donc, nous voulions connaître la nature et le rôle de la terminologie, puis de la traduction dans le discours ONU sur le développement durable. Nous voulions vérifier si les termes présents dans le discours ONU sur le développement durable s'accompagnaient bien d'un réseau de non-termes qui pouvaient en quelque sorte tendre vers le statut de terme en raison de leur usage en discours, de leur fréquence d'usage, ainsi que de leur normalisation via la base terminologique de l'ONU, UNTERM. Et nous nous sommes également demandé quel était le traitement de ce réseau terminologique et non terminologique en traduction, en tenant compte des enjeux communicationnels des 2 textes de notre corpus, tous les 2 relevant de la communication diplomatique intergouvernementale et diplomatie intergouvernementale et diplomatie publique. Donc c'était sur cette base de questionnement, sur la base de ces questions de recherche, que nous avons donc élaboré nos hypothèses, que nous les avons testées avec la méthode que nous vous avons présentée. Alors, voici nos observations.
Je vais vérifier. Voilà, vous les voyez ici. Donc, nos observations et notre enquête de terrain ont globalement confirmé nos hypothèses. Effectivement, nous avons rélevé, donc nous nous sommes basés, à partir de Sketch Engine, nous avons utilisé les fonctionnalités mots-clés simples, mots-clés expression polylexicale, liste de mots, non-verbes. Nous avons également ajouté les adjectifs et n-grammes de 4 pour relever la présence de termes simples et complexes, cela a été vérifié, la présence d'unités lexicales simples, cela a été confirmé. Nous avons vu que souvent, ces unités lexicales simples sont englobées dans des unités, dans des séquences polylexicales. Nous avons bien confirmé la présence de séquences polylexicales. Et nous avons également pu relever que les termes, mais également les unités lexicales et polylexicales sont systématiquement enregistrées dans une terme, c'est-à-dire cela engendre une sorte de normalisation de facto. Et nous avons également pu confirmer la visée triple, faire faire, faire savoir, faire consensus. Comment nous l'avons fait? Alors, les termes. Qu'est-ce que nous entendons avec le mot terme? Nous avons des termes simples et des termes complexes. Nous en avons trouvé. Les termes simples, à vrai dire, je ne sais pas si vous voyez mon slide défiler, à vrai dire, sont très peu nombreux. Regardez. Ils semblent plutôt rares, alors que les termes complexes sont beaucoup plus fréquents. Ils se présentent dans la source anglaise sous forme de colocation, adjectifs plus non ou non plus non, et sont parfois développés à l'aide de prépositions en français ou de formes déclinées en arabe. Donc vous voyez ici, sur les 1000 premières entrées dans liste de mots Sketch Engine, liste de mots non Sketch Engine, il y a vraiment très peu de termes qu'on définirait techniques propres au domaine développement durable. Les colocations, en revanche, donc termes complexes, sont beaucoup plus nombreuses. Vous voyez, là, nous sommes sur les 50 premières entrées de mots-clés expression polylexicale. Et bon, mis à part Western Asia, Southeastern Asia, vous voyez qu'il y a des colocations non plus non ou adjectif plus non en anglais qui caractérisent de façon claire le tissu discursif du discours développement durable de l'ONU. Donc, termes simples, très techniques, plutôt rares, termes complexes, plutôt fréquents. Nous avons également, vous voyez, nous avons ici des exemples en français, donc ça c'est la version anglaise, vous avez ici des exemples en français, tourisme durable, gestion durable, industrialisation durable, énergie propre, technologie propre. Nous avons remarqué quelque chose d'assez intéressant. À vrai dire, les termes les colocations, donc les termes complexes, ce sont des colocations qui font terme, se composent d'un tissu d'unités lexicales simples, finalement très récurrentes. En allant vérifier de façon tout à fait isolée les non-termes, donc la composition lexicale du tissu discursif du développement durable à l'ONU, nous avons retrouvé des noms, des verbes, des adjectifs très basiques, si vous voulez, vraiment très courants, et utilisés de façon très très fréquente. Et ce, évidemment, en anglais, français, arabe. Nous vous donnons ici un petit aperçu. Là, vous avez une petite liste, la première dizaine ou quinzaine, mais vous voyez les mots qui sont utilisés. Là, je vous dis mots puisque nous sommes ici dans l'environnement plutôt lexical. Vous avez progress, people, action, climate, access, level. Et en fait, ces termes sont utilisés de façon isolée, certes, mais le plus souvent se trouvent combinés dans les colocations que vous avez vues et en couple, ils constituent termes. Donc, c'est ça la spécificité que nous avons observée, une des spécificités de ce tissu discursif du discours sur le développement durable à l'ONU. Vous voyez, hein, même chose pour le français, personne, monde, rapport, niveau, mesure, données, atteindre, pouvoir faire, élever, mettre, renforcer, international, climatique, politique, rien qui pourrait être à premier abord considéré un terme, mais en association, ça fonctionne bien. Vous avez ici la liste en arabe, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous avons aussi, du côté des non-termes, trouvé quelque chose d'assez intéressant, des séquences polylexicales qui ne sont pas lexicalisées, c'est-à-dire une suite de mots
qui reviennent très fréquemment. Et c'est ça la spécificité, encore une fois, mais qui ne font pas terme, qui ne font même pas nom. Mais ce sont des blocs. Je vous les montrerai plus tard. Pour l'instant, je vous montre la composition grammaticale. Nom plus préposition. Vous avez ici quelques exemples. Access to, implementation of, efforts to. Verbe plus préposition. Commit to, call for, continue to. Préposition plus verbe. Plus verbe, to reach, to strengthen, to ensure. Ce ne sont pas des infinitifs, mais des formules finales. Hein, ce n'est pas la forme de base que vous retrouvez sur le dictionnaire, mais en discours, ce to, en fait, exprime une finalité. Et vous avez également des prépositions suivies par des noms, des pronoms, des adjectifs, for people, for all, of all, as estimated. Des formes verbales également assez intéressantes. It is essential, is needed, must be, will be. Et puis des locutions fonctionnelles moins intéressantes du point de vue aussi de la portée sémantique dont on vous parlera. Particularly by, including by. Et puis une présence assez importante des conjonctions qui font que vous avez souvent, si vous utilisez la fonction séquence polylexicale sur Sketch Engine, des and, inclusive and, data and, people and, women and equitable and climate. Donc, c'est du point de vue de la stylistique, ça c'est peut-être moins important, mais vous avez un fort recours au binôme. Donc ça. Alors, je reprends juste pour dire un peu les choses tout simplement. On voulait dire que les séquences polylexicales, bien évidemment, vous l'avez très bien compris, elles sont basées des mots simples. Les mots de la langue, les mots du code. Les mots du code en français, les mots du code en arabe, les mots du code en anglais, bien évidemment. Pardon. Pas le son. Alors, on revient sur ce départ, comme on vous a très bien expliqué, Ludovica, ma collègue. Donc, on a une répartition de combinaisons qui sont effectivement polylexicales à premier abord, mais qui ne forment pas forcément un terme au sens propre du développement durable. Donc, on a des combinaisons comme action to, commitment to, to reach, to strengthen. Donc, des combinaisons lexicalisées, mais parfois qui peuvent faire sens comme terme au sens c'est-à-dire spécialisation dans le domaine du développement durable. Je continue. Donc, en fait, ce sont des fonctionnalités. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un outil Sketch Engine, comme beaucoup de collègues ici l'utilisent. Mais on voulait juste vous montrer que, effectivement, grâce à cet outil, nous avons pu remarquer les séquences polylexicales. Est-ce qu'elles se connectent du coup? Okay. Donc, les séquences polylexicales. Oui, je me suis rendu compte, chers collègues, que je parlais toute seule. À peu près à 12-13, je voulus passer la parole à Karima et j'ai vu que je parlais toute seule. Donc j'espère que vous avez pu reprendre. C'est mon ordinateur qui ne se connecte plus à mon portable qui fait hotspot. Okay. Ça s'est déconnecté. Oui. Karima, continue, je vais essayer de te reprendre le moment venu. N'hésite pas, je continue. Parfait. Mais écoute, je continue sur Heureusement qu'il y a une fusion. Alors, Oui. je continue. Donc, on avait dit, du coup, je reviens à ces fameuses séquences polylexicales qui sont effectivement assez fréquentes et qui peuvent faire sens dans le sens développement durable, comme on l'a dit. Et puis, bon, ce matin, il y a une communication que je salue ici parmi nous qui rejoint un peu notre propos. Donc, je reviens sur la portée sémantique. Donc, le réseau, de quoi il est fait. Donc, la portée sémantique du réseau terminologique et non terminologique du discours du développement durable à l'ONU, elle porte justement sur l'idée, pas que la croissance économique, mais aussi soutenue et partagée par l'aspect, tout ce qui est autour de l'humain, de la paix, des objectifs. Il y en a 17, comme vous voyez. Donc, qu'on arrête de penser le développement durable que dans le sens économique et climatique, mais aussi toute la visée diplomatique sur la paix dans le monde, l'égalité des genres, des sexes et la paix dans le monde, peaceful society. Je rejoins un peu ce que vous avez dit ce matin. Donc, le mot développement, il a pris effectivement un sémantisme qui est assez accru et qui a évolué depuis sa création pour un besoin donné. Il évolue d'une façon diachronique qui n'est pas énorme, mais avec le véhiculaire discursif, il devient assez chargé et sémantiquement très intense. J'abrège pour vous alléger la confusion technique qu'on vient de voir. Je suis vraiment désolée, autant que ma collègue.
Donc, je reviens à cette galaxie de représentation d'actions associées. Donc, comme vous voyez, je préfère revenir sur le français qui nous englobe, nous, anglophones, arabophones dans la salle. La langue française nous regroupe. Donc, je vous fais une capture d'écran assez simple d'un réseau regroupement, justement, de ces fameuses polylexicalités discursives de nos séquences. Comme vous voyez, nous avons, par exemple, dans tout ce qui est mots objectifs du développement durable, vous avez le financement pour le développement durable, l'action collective, action climatique, et j'en passe, politique intégrée. Vous voyez, tous ces mots sont chargés d'un sémantisme assez accru et diplomatique, visée politique, etc. Nous avons aussi des inégalités impact de pays développement. Nous avons une urgence et un appel à l'action. Donc, on appelle les parties prenantes, hein, c'est le mot qu'on utilise souvent, les parties prenantes, celles qui prennent part au débat pour faire de l'action, pour y aller ensemble, comme je vous ai dit, dans le sens de faire consensus. Aussi, nous avons des solutions, des initiatives, des solutions sur lesquelles, plus ou moins, on essaye de se mettre d'accord pour arriver à un consensus utopique, je dirais. Donc, je suis surtout sur tout ce qui est réforme internationale et puis les questions de paix dans le monde. Sur ce réseau sémantique assez modalisé, bien évidemment, l'impact est incroyable. Et sur notre façon de vérifier, est-ce que ces termes, est-ce que ce tissu terminologique et non terminologique, comment on peut décider justement de sa normalisation? Est-ce qu'il fait terme ou pas? Qu'est-ce qui fait terme? Eh bien, justement, nous avons vérifié cette hypothèse de revenir à l'uniterme. Tu peux me reprendre? Voilà. Oui, je peux reprendre la main, tout à fait. Je tenais beaucoup à vous dire, en fait, et c'est important qu'on le revoie, en fait, je tenais vraiment à vous rappeler quelle était notre séparation entre termes simples, donc termes qui semblent techniques, il y en a très peu, termes complexes, donc les collocations qui se fondent sur une base lexicale très simple finalement, comme action, climat, etc. Donc ça fait terme en collocation, on appelle ça un terme complexe. Donc voilà nos catégories, le terme simple, le terme technique en soi, le terme complexe basé fondamentalement sur une collocation, mais nous avons aussi du côté des non-termes, je vous le rappelle, les lexis simples, les unités lexicales simples. Donc ce réseau lexical assez familier, mais qui soit prend un sens fort, donc action prend un sens particulier au sein du discours sur le développement durable de l'ONU. Donc ça se charge de sens et nous pouvons penser, le considérer comme tendance terme, soit il s'associe en collocation pour générer un non-terme. Et puis, vous avez vu dans nos extractions N-grammes, toutes les séquences polylexicales non lexicalisées qui, elles, sont très intéressantes, qui reviennent très souvent. Et en fait, elles contribuent. Si Karima peut montrer, par exemple, la slide également suivante, donc c'est juste avant la sur une terme, en fait, un réseau sémantique de modalisation, ces séquences polylexicales qui ne sont pas lexicalisées contribuent à construire l'univers sémantique, la représentation, en fait, au sens de Charodeau, dont vous parlez, Karima, le développement durable de l'ONU à 5 pattes, si vous voulez, environnement, société, économie, paix, justice, etc. Donc ça, c'est très important, c'est les non-termes, les séquences polylexicales, telles qu'elles sont construites et telles que vous les avez vues dans de l'extraction N-grammes, j'espère, construisent également cet univers. Maintenant, l'idée, c'est de vérifier si tout ce qu'on a vu, termes et non-termes, simples et complexes, se trouve également sur une terme, qui est la base terminologique de l'ONU. Alors, la réponse est oui. On va vous faire parcourir, en fait, vous faire dérouler une série de captures d'écran où vous avez toutes les catégories représentées, termes simples, termes complexes, c'est-à-dire collocation, mots tout à fait communs, et puis polylexicale. Et la grande spécificité d'une terme, en fait, c'est qu'elle va normaliser tout cela, terme et non-terme en quelque sorte. Pour une raison, c'est une base terminologique assez spéciale qui se présente à la fois comme une concordance qui va servir au traducteur pour chercher la juste traduction à utiliser. Vous voyez ici, j'espère que Karima peut faire dérouler du français, de l'arabe, etc. Vous voyez. Donc même at all levels, par exemple, qui est une séquence polylexicale non lexicalisée,
donc plutôt ritualisées, comme disait Karima, vous voyez, elles se retrouvent. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer après sur le petit point vert et vous avez des fiches. Et les fiches, en général, se font sur les non-termes, enfin sur les termes, pardon, simples ou complexes, ainsi que sur les séquences polylexicales non lexicalisées. Et Karima peut faire dérouler. Donc en fait, une terme devient une sorte d'outil de normalisation à tel point que si on peut arriver à ce slide-là, usage, fréquence, normalisation, un statut de paraterme pour les non-termes, nous nous sommes posé la question de savoir si, du fait de leur usage, du fait de leur fréquence que vous avez vu, un Sketch Engine nous a montré être très importante, et du fait de la normalisation via une terme, ces non-termes, on s'est demandé s'ils ne peuvent pas, aspirer à un nouveau statut, celui de paraterme. Peut-être brièvement sur la visée communicationnelle, Karima, si tu as 2 minutes, nous dépassons le temps à cause du problème technique. 2 minutes. On n'a même pas traité la question traductologique, on est vraiment désolé. Bon, oui, vas-y, hein, si la fasse. Bon, en fait, sur les visées, on peut juste dire qu'elles sont validées et faire savoir, faire consensus. La charte de l'ONU nous le confirme, hein, cette visée, elle est bien là. Sur les constats traductologiques, Karima, vas-y, je te laisse la parole. Vas-y, on s'est échangé du coup, c'est pas grave. Heureusement qu'on fusionne. Vas-y. Allez-y. Alors, j'en passe et je constate, c'est ce qui intéresse beaucoup de traductologues dans la salle, je reviens sur les constats traductologiques, enfin au point de vue de nos conclusions assez précoces, hein, je dirais, parce que c'est un corpus assez petit, mais néanmoins la fréquence et la ritualisation, si on arrive à dire ça, nous fait observer quelques constats. Nous pourrons dire ainsi que la terminologie au sens traduction par correspondance syntagmatique et la paraterminologie, la terminologie au sens traduction par correspondance et la paraterminologie au sens traduction par correspondance syntagmatique, que chaque paraterme source, il lui convient, il a son paraterme cible. Mais le respect des normes linguistiques, justement, n'est pas une sorte d'équivalence mot à mot, hein, comme on a dit ce matin, Madame Saint-Robert, il y a aussi beaucoup d'idiomatismes. Donc, on a des fois un effort du traducteur qui combine ses correspondances syntaxiques au sens propre, mot avec un mot, mais pas dans le sens mot à mot, au sens de la théorie interprétative, mais des correspondances allégées et au fois étayées par toute l'expression idiomatique qui est à la fois équivalence de sens. Si on prend par exemple leave no one behind, Adam tark ahad khalf al-rukb, donc en arabe on voit bien un certain calque de l'expression. Par contre, ne laissez personne de côté, ça a été traduit ainsi comme pour ainsi dire qu'une façon de parler la langue dans sa langue source, mais pour dire la même chose, avec une précaution assez étonnante que nous parlerons par la suite de cette question de responsabilité ce matin. Oui. Constat traductologique toujours, je ne sais pas si je continue. Devika, tu veux reprendre ou tu veux que je continue? En 2 mots, oui, je peux conclure en 2 mots. C'est-à-dire en 2 mots, parce qu'on est en retard, tout à fait. Oui. Je voulais dire que les défis pour la traduction, en tout cas concernant ce genre de corpus, premièrement, traduire en étant pleinement conscient que du discours de développement durable dans toutes ses implications. Quand je parle des implications, c'est-à-dire dispositifs linguistiques contrôlés et partagés par les parties prenantes, donc par les acteurs à la communication, c'est-à-dire les institutions qu'elles représentent. Ensuite, il faut accepter une approche par correspondance syntagmatique versus équivalence et reverbalisation du sens, c'est-à-dire qu'on doit charger la partie c'est-à-dire véhiculaire d'un sens commun et qu'on essaie de trouver des équivalences qui font sens, mais tout en ayant gardé le naturel de chaque langue. Aussi, comme le dit Scopus, donc il y a toujours la visée, c'est-à-dire à qui on traduit, et la liberté, la créativité du traducteur, parfois, elle est bafouée. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on traduit à l'ONU, j'ai envie de dire qu'on traduit très bien, on utilise aussi les bases de UN, justement, une terme, et Luna, etc. Mais aussi, on essaye de rendre notre liberté assez limitée. Voilà, pour le risque de ne pas en fait, Karima, si je peux synthétiser très brièvement, ce que je voulais dire, c'est que on observe que
nous avons mis en fait en relation ce que Madame de Saint-Robert et les manuels nous disent, c'est-à-dire privilégier l'idiomatisme, avec ce constat que nous avons fait de traduction par correspondance, qui n'est pas du mot à mot, mais c'est une correspondance syntagmatique. Donc chaque syntagme correspond à chaque syntagme, mais à l'intérieur de chaque syntagme, l'idiomatisme est bien évidemment le bienvenu. Mais en fait, c'est ce langage formaté qui se base sur les principes de, comme Karima l'a dit, sont les principes discursifs et communicationnels du faire faire et du faire consensus surtout, fait en sorte que nous avons quelque chose de très contrôlé qui va se répéter. Et de façon très intéressante, la traduction vient faire écho à cette structure très modulaire, même si dans chaque module, l'idiomatisation est licite, voire encouragée, mais en même temps, dès qu'une formule, une solution se confirme, cette solution va être reprise par principe de précaution, comme nous suggère également Madame Auer, avec qui nous avons eu le plaisir de parler. Donc elle nous dit que l'outil Illuna va proposer des solutions qui viennent d'une terme et qui sont justement très formatées. Il pourrait y avoir un certain contraste entre ce que nous avons observé et ce que Madame Auer nous a dit et l'approche en fait un peu plus idiomatisée des manuels de Madame de Saint-Robert. Notre conclusion est que les deux ne se contredisent pas, mais que elles peuvent subsister dans le sens que dans chaque syntagme, on peut avoir une approche traductologique vérité. C'est fini. C'est fini, c'est la conclusion. Mesdames, c'était vraiment la conclusion. Voilà. Donc, il y a des choses, juste pour les limites, si vous nous permettez de le dire, nous avons élaboré une typologie de termes et non-termes qui peut être peaufinée. La contribution du lexique simple à la constitution de la terminologie complexe peut aussi être davantage explorée. La fonction, en fait, de l'outil une-terme comme élément de normalisation et donc comme instrument qui constitue une terminologie de facto par rapport à une forme peut être intéressante. Intéressante également la fonction de la traduction en tant que, fonctionnelle, instrumentale pour la création de la terminologie et la répétition, en fait, la mise en résonance des enjeux communicationnels, faire faire, faire savoir et faire consensus. On est un peu désolé de tout dérangement technique. Mais voilà, c'était un peu la synthèse de tout. Merci beaucoup pour cette présentation très riche, malgré les difficultés techniques que nous avons rencontrées. Merci. Désolée, hein, vraiment. Bon, je vous propose de nous limiter à 2 questions, parce que je vous rappelle que nous avons encore une communication dont la communicante est au Brésil. Et qu'ensuite nous avons une table ronde et que nous sommes déjà bien en retard, mais bon, avançons quand même. Donc 2 questions. Je vous écoute. Ayant travaillé sur le persan sur Sketch Engine, qui est aussi une langue de droite à gauche, Oui. je serais intéressé de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour l'analyse du corpus arabe. Ah oui, justement, merci beaucoup pour cette question. Je l'avais évoqué avec toi et avec des collègues ici pour l'arabe. On a des mots qui sont coupés. Donc, en fait, tout ce qui est mot polylexical et dans un train. Tout ce qui est verbe, adjectif, c'est très bien. Donc là, je n'ai pas besoin de nettoyer. C'est-à-dire que la machine, elle a su me faire des listes, des listings de verbes, des listings d'adjectifs, là je parle bien tout seul, mais par contre, tout ce qui est non, là ça ne va pas. Parce qu'en fait, par exemple, l'alif ou l'em, vous voyez, quand on annexe un mot à un autre, par exemple, quand on dit el mustadama, donc ça veut dire que tout simplement, on enlève le alif ou l'em, donc ce qui fait annexer le mot à un autre mot. Donc pour former une colocation en arabe, là, ça pose problème. La machine ne peut pas le reconnaître. On a besoin d'outils qui puisse nous aider justement à découper, c'est-à-dire un découpage bien évidemment sémantique, c'est-à-dire que le mot va dire que ce qui va signifier, pas en quelque sorte prendre ou piétiner sur l'autre mot auquel il est annexé. Donc voilà, donc en fait il y a beaucoup de soucis si j'arrive à répondre à votre question, et la question qui a soulevé notre amie ce matin, enfin tout à l'heure, Samy de
vocalisation aussi en arabe peut-être, mais là je la vois pas beaucoup présente, mais beaucoup plus sur les formules de colocation. Donc en arabe, j'ai dû nettoyer manuellement parce que le corpus n'est pas énorme, mais j'avais juste envie d'étayer cette recherche, de voir comment on peut trouver des solutions avec un instrument. J'ai essayé aussi Lexico 5 qui est un peu, je pense qu'on m'a dit, voilà, je pense que notre André il vous a déjà fait la formation avant-hier. Et effectivement, peut-être c'est un outil qui va répondre. Mais en tout cas, comme elle a dit Ludovica, pour tout ce qui est séquence polylexicale, c'est très difficile. Ce qui pose problème, c'est l'annexion. Donc, des deux mots qui forment colocation, pas pour les mots simples. OK ? Une autre question ? Une deuxième question. Oui. Comment dire ? Est-ce que, je vois quand même que vous listez des limites au fait de mettre sur une terme des séquences qui ne sont pas des termes. Et effectivement, parce que nous aussi, on est dans ces questions-là sur notre base de données où il y a des termes et des non-termes, oui. Est-ce que c'est souhaitable ou est-ce que ça fait un peu une soupe de tout ? Et est-ce que ça aide pas aussi à créer de la langue de bois, notamment sur la question du développement durable, où en fait plus on norme des discours sur ça, et plus finalement ce sont des textes qui veulent pas forcément dire grand-chose, mais qui ont toujours une forme très normée, institutionnelle, et du coup on est vraiment face à de la langue de bois, voire de la soupe. Merci beaucoup pour cette question. Ludovica, tu veux répondre ou... Oui, si tu veux, tu compléteras, mais c'est effectivement ce qui nous a poussé à essayer de construire cette communication. C'est cette intuition-là qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas être considéré d'emblée un terme, mais qui en fait l'était, du fait de l'usage, de la fréquence d'usage, du fait que de la normalisation à travers une terme et de la normalisation à travers la traduction. Et on s'est dit, on a affaire à quoi ? Est-ce que ce sont des non-termes, puisque ce n'est pas un terme technique comme déforestation, eutrophisation, c'est quelque chose d'assez particulier. Et je ne sais pas sûr, en fait, je pense personnellement, ce n'est pas tellement une langue de bois, c'est vraiment cette idée très diplomatique qu'on a voulu mettre en avant, du faire consensus, c'est pouvoir mettre d'accord tous les États tous les États membres, 192 États membres des Nations Unies, qui ont des positions, des politiques étrangères, des politiques de développement, des politiques environnementales différentes, pour que tous ces pays-là puissent s'aligner sur une déclaration commune. Donc vous avez un dénominateur commun, un minimum, qui est négocié et qui doit ensuite se refléter dans une certaine formulation qui peut être traduite de façon très ingénieuse et très idiomatique, mais qui de facto ne peut plus être touchée puisque fait référence à cette formulation concordée. Donc ça, c'est l'idée de faire consensus. Et derrière aussi, on s'est dit, c'est très fort aussi le faire, l'idée en fait de produire quelque chose qui, et je pense que Karima vous l'a dit, finalement ça n'existe pas encore, ce sont des objectifs. Donc en fait, on a inventé une réalité qu'on est en train de construire petit à petit à des vitesses différentes dans les différents pays du monde, mais qui ne correspond pas partout et tout le temps à une réalité. Ce n'est pas un réalia partout. Et donc c'est aussi cette idée de se construire une sorte de projection commune et de faire consensus et faire. Donc que tout le monde aille vers quelque chose, mais d'abord il faut construire et se faire savoir, c'est informer certes, mais construire un savoir commun. Donc pour nous, le fait d'intégrer la visée communicationnelle, le fait de se dire qu'est-ce que l'ONU, pourquoi il est là, donc en fait de mettre en relation le discours avec les vrais enjeux diplomatiques, c'est important. D'où finalement on est arrivé à cette idée de non-terme, peut-être para terme, mais on ne peut pas les oublier en fait. C'est-à-dire que c'est un langage qui n'est pas excessivement technique au sens du développement durable. Eutrophisation, déforestation, c'est ce qui me vient à l'esprit sans regarder maintenant, mais qui au contraire est très technique au sens de force diplomatique. Voilà. Merci Ludovica. Merci à vos questions. Et donc, on finira sur cette appétence à apprendre, améliorer nos outils. Je pense que on ne peut pas échapper. Donc, considérons que peut-être que les outils informatisés vont être au service de la traduction, pas que, à la terminologie aussi. Donc, il faudrait éventuellement les
bien les manier, mais surtout aussi, je parle de la langue arabe, parce qu'on a beaucoup de soucis, quand on l'avait déjà pointé dans d'autres communications, je pense qu'on doit élaborer sur ça. Je veux vraiment, vraiment m'excuser pour ce désagrément Moi technique, et on n'a aussi. pas pu tout présenter comme voilà, on souhaitait, mais néanmoins, merci. Merci de votre patience. Voilà. J'espère que le message est passé. Merci pour votre beaucoup. support et vos questions. Bonjour, directement du Brésil. Je suis désolée de ne pas être là à Paris avec vous en perso, mais je suis très reconnaissante de cette possibilité de participer au colloque en visio, à distance. Et je remercie énormément le comité organisateur pour ça, et spécialement Madame Delavigne. Merci beaucoup. Bon, le titre de ma présentation, c'est Simplifier la terminologie du droit et de la santé, un défi interdisciplinaire. Mon but aujourd'hui est de vous parler du contexte brésilien par rapport aux demandes actuelles qui touchent la littératie en santé et de souligner les principaux défis d'un nouveau projet de recherche pour lequel j'attends une réponse de financement du gouvernement brésilien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques réflexions préalables par rapport à ces défis dans le cadre de cette recherche où l'accessibilité terminologique dépasse les enjeux strictement linguistiques. Mais avant ça, il est important de contextualiser le cadre institutionnel de cette recherche. Comme vous avez vu, je suis membre associé en tant que lusiste au CERLA à Lyon. Le développement de ce projet sera mené dans le cadre d'une coopération entre quelques collègues de Lyon et quelques collègues spécialistes en santé d'une institution de recherche brésilienne, la faculté de médecine de São José de Rio Preto, FAMERC. C'est une institution qui n'a pas encore des axes de recherche en terminologie et discours spécialisés, pas de cours en lettres, hein. Rien de linguistique. Donc, développer ce projet dans cette institution brésilienne vise à créer un nouvel axe de recherche en terminologie et de rendre possible le contact des étudiants en médecine, en soins infirmiers et en psychologie. Ce sont les trois formations qui existent au moyen d'une formation continue en terminologie, en accessibilité terminologique et en littératie en santé. On voit déjà ressortir quelques défis, surtout des défis institutionnels, parce qu'au Brésil, il n'y a aucune faculté liée à la santé où l'on trouve un axe de recherche pareil. Mais avant de nous pencher sur ce défi et de faire un rapport entre lui et les autres défis envisagés, il faut vous présenter quelques principes théoriques importants dans le cadre de ce projet. Alors, pour développer ce projet, 5 domaines liés à la linguistique seront approfondis lors de la réalisation de ce travail, la terminologie et plus précisément la terminologie diachronique à partir des contributions de Madame Dury, Madame Zanola, Madame Petiton, parmi d'autres, hein, et l'accessibilité terminologique aussi, la terminographie, surtout la terminographie diachronique, la linguistique de corpus, avec des travaux sur le corpus diachronique selon les contributions, par exemple, de Madame Condamine et Madame Picton, la littératie en santé et la jury linguistique. Le droit et la santé publique aussi seront également traités dans la mesure où les thèmes abordés par ces deux domaines, par le droit et la santé publique, sont traversés par des aspects linguistiques. Les informations spécialisées concernant ces deux domaines sont enregistrées et diffusées au moyen d'un langage spécialisé, un point qui souligne la relation intrinsèque entre le droit, la santé publique et la linguistique. Il convient de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler avec l'interdisciplinarité entre le droit et la santé publique d'un point de vue terminologique et ce que cela signifie d'un point de vue pratique, c'est-à-dire
en ce qui concerne les données qui seront analysées. Donc, on avance. Le droit à la santé sont des domaines qui collaborent principalement pour systématiser les droits et les devoirs des professionnels de la santé et des citoyens en général, en ce qui concerne les soins de santé nécessaires pour, par exemple, éviter l'incidence des épidémies, ce qui peut se produire avec une certaine fréquence au Brésil. Prendre soin de sa santé, que ce soit la sienne ou celle des autres, est autant une question de santé publique que de droit. Plus précisément, dans le cadre de mon projet, les thématiques explorées seront l'éthique médicale, la vaccination et le contrôle des épidémies de moustiques vecteurs d'arbovirus, tels que la fièvre jaune, la dengue, le Zika et le chikungunya. Et pourquoi ces thématiques? Bien qu'il existe des lois et des campagnes gouvernementales au Brésil visant à prévenir les épidémies de moustiques vecteurs d'arbovirus, certaines régions brésiliennes continuent de faire face à des niveaux élevés de contamination. Cela est dû à des infrastructures parfois inadéquates et surtout à la négligence de certaines parties de la population en matière de soins de santé et de respect des obligations légales. Dans ce contexte, ce travail interdisciplinaire vise à réfléchir aux défis liés à la transmission des informations législatives en matière de santé publique par rapport à ces trois thématiques de manière plus simplifiée pour la population brésilienne. Mais comment le faire dans le cadre d'un projet qui est initial, débutant? Deux produits ont été proposés. J'ai proposé de créer une base de données terminologique et diachronique en ligne destinée à un public profane et moins alphabétisé. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, qui rassemble des données historiques et actuelles sur les sujets abordés dans ce projet. Pour l'instant, cette base sera monolingue en portugais brésilien. Et j'ai également proposé un matériel didactique basé sur les données terminologiques qui seront trouvées et analysées dans le cadre de cette recherche pour enseigner l'accessibilité terminologique, l'allitération santé et la terminologie aux professionnels de la santé en formation. Pour ce faire, un corpus diachronique appelé LB-Med Corpus sera créé avec des textes législatifs couvrant les thématiques dont je vous ai déjà parlé, l'éthique médicale, la vaccination et le contrôle des épidémies liées aux arbovirus plus précisément, qui ont été publiés entre 1832 et 2023. Le point de départ de ce corpus est l'année où le document normatif nommé Código de Posturas, en portugais, le Code de posture, a établi pour la première fois au Brésil le caractère obligatoire du vaccin, en le limitant à l'époque aux enfants et en établissant une amende pour celles qui violeraient la législation à l'époque. Dans cette présentation, je ne vais pas explorer les défis liés à la constitution de ce corpus diachronique, mais je suis consciente qu'il existe, bien évidemment. Compte tenu de la nature interdisciplinaire des données terminologiques qui seront analysées, une question se pose. Comment simplifier le langage spécialisé en question, étant donné sa nature interdisciplinaire entre le droit et la santé? Est-il préférable d'opter pour une simplification ou une easification des données, selon Bassia? Il y a donc des défis linguistiques et d'autres encore qui peuvent être déduits de ces questions précédentes. Le courant lié à la easification, formulé par Bassia dans le contexte de travaux portant spécifiquement sur l'apprentissage du langage juridique, soutient fondamentalement que le texte juridique ne doit pas être simplifié, mais plutôt facilité. Et je cite, en bref,
l'easification n'est pas seulement une technique de présentation de texte, mais aussi une stratégie d'apprentissage qui aide l'apprenant à simplifier le texte par lui-même. Les dispositifs d'easification ne font donc que suggérer des stratégies pour gérer des parties spécifiques du texte, mais n'aident pas directement à la compréhension en restructurant sa forme, son contenu. Ils ne simplifient pas le texte pour le lecteur, mais l'aident à le faire lui-même. En revanche, les recherches terminologiques qui ont travaillé sur la notion d'accessibilité terminologique dans le contexte juridique ou dans d'autres contextes spécialisés voient l'accessibilité comme celle qui implique que l'information écrite soit présentée dans un langage simple, sous une forme compatible avec les besoins et les conditions d'utilisation et de compréhension des personnes qui la recherchent. Alors, le projet de recherche proposé vise à trouver une voie qui va essayer de respecter les principes du plain language selon la norme ISO 2023 et les principes de la easification proposés par BASIA. Quelques réflexions seront menées là-dessus. A priori, les informations simplifiées ou facilitées seront enregistrées dans la base de données terminologiques proposée, dont le champ relatif aux définitions de termes, par exemple, des termes qui seront identifiés dans mon corpus, ainsi que dans le champ relatif aux notes explicatives pertinentes pour chaque vedette. Cette base de données, qui sera monolingue portugais-brésilien pour le moment, d'accord, a vocation à devenir multilingue à l'avenir, par exemple, pour comprendre la, la Libras, c'est la langue de signes brésilienne, mais aussi les variantes du espagnol qu'on trouve dans l'Amérique du Sud, parce qu'on reçoit au Brésil beaucoup d'immigrants qui viennent enfin, de ces pays, les pays à côté du Brésil. L'objectif donc principal du projet, comme vous pouvez le constater, est d'être aussi inclusif que possible, tout en respectant les défis et le temps nécessaire pour y parvenir. La suite, alors, par rapport à l'allitération santé plus précisément, pour l'OMS, l'allitération santé fait référence à la capacité des personnes à accéder, comprendre, utiliser les informations de manière à promouvoir et maintenir leur santé, celle de leur famille et de la communauté aussi. En ce sens, la littératie en santé, et je cite, est bien plus que savoir lire des brochures, prendre des rendez-vous et comprendre les étiquettes nutritionnelles ou suivre des prescriptions, car des niveaux plus élevés de littération santé dans une population produisent également des avantages sociaux, par exemple en mobilisant les communautés pour s'attaquer aux déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. D'accord? Alors, la promotion de la littération santé est un processus de plus en plus défendu par les chercheurs brésiliens étrangers, bien évidemment, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la linguistique, en particulier parce qu'elle permet aux personnes en général d'être autonomes par rapport à leur santé et à leurs droits en matière de santé. L'empowerment dans ce contexte se réfère au processus social par lequel les ressources essentielles sont reconnues, promues et mobilisées afin que les personnes et les communautés puissent prendre le contrôle des facteurs qui influencent leur santé. Ce processus peut être défini comme une culturalisation de la santé car il génère des changements dans la manière dont les gens traitent leur maladie et prennent conscience de l'importance de la vaccination, par exemple, et de la protection de l'environnement pour éviter les épidémies de moustiques dont je vous ai parlé. Alors, plusieurs questions se posent dans ce contexte, plus précisément brésilien. Comment cibler la population brésilienne compte tenu des divers niveaux d'alphabétisation et des réalités socio-économiques? Quels obstacles existent pour la transmission des connaissances spécialisées, telles que les croyances populaires, le négationnisme scientifique, parmi d'autres?
Je vous présente quelques données. Les données de l'indicateur brésilien de littératie fonctionnelle, INAF, publié en 2018, indique que 29% de la population brésilienne éprouve des difficultés à interpréter des textes et à effectuer des opérations mathématiques simples dans leur vie quotidienne. Cette partie de la population est qualifiée d'analphabète fonctionnel. Alors, 29%, on parle de plus de 60 millions de Brésiliens. Ces données révèlent la nécessité d'aborder la communication spécialisée dans le contexte des soins de santé brésiliens. Par conséquent, d'autres défis se posent dans ce contexte plus spécifique lorsqu'il s'agit de réfléchir à la littératie en santé au Brésil. Alors, je souligne les défis liés au faible niveau d'alphabétisation fonctionnelle d'une partie considérable de la population brésilienne, ce qui peut rendre difficile la compréhension des informations santé, telles que les campagnes de vaccination, créant ainsi une barrière de communication qui peut conduire à des malentendus et à une adhésion inadéquate au traitement, par exemple. Il y a aussi les défis liés à la complexité du langage juridique et médical. Et si ce langage n'est pas géré de manière appropriée et accessible par les experts en santé, ça peut accroître la distance entre ces professionnels et le public profane. Et encore, les défis liés à inégalité d'accès à l'information au Brésil, qui a beaucoup contribué à la diffusion de fake news, par exemple, et à la propagation conséquente du négationnisme scientifique. On a encore, enfin, les croyances populaires qui diffusent des mythes dans la société brésilienne. Donc, beaucoup de défis dans ce contexte. Par rapport au matériel proposé et son application effective, il y a un autre défi que je voudrais souligner dans cette présentation, c'est le principal défi éducatif institutionnel, plus précisément. Et pourquoi? Dans les cours de formation pour les étudiants et les professionnels en santé au Brésil, une vision normative de la terminologie se perpétue. Dans ce contexte éducatif, la terminologie a traditionnellement joué un rôle fondamental en tant que langage visant à permettre une communication spécialisée rapide et précise, économiser du temps dans les activités professionnelles et scientifiques et techniques, réduire les conflits et limiter les erreurs. Et pourquoi? Cette conception de la communication spécialisée entre experts du secteur sanitaire se justifie par l'hypothèse selon laquelle le domaine de la santé, comme d'autres domaines, nécessite l'établissement des normes de communication et d'enregistrement des informations par le biais de classification et de terminologie afin que ces contenus puissent être consultés aussi bien dans un avenir proche que lointain. Cette vision normative associée à la terminologie, largement répandue dans les institutions d'enseignement brésiliennes en lien avec la santé, plus précisément, à travers l'étude et le perfectionnement des classifications terminologiques en vigueur, est en effet tout à fait pertinente, je le sais. Cependant, une autre approche dont la pertinence a été mise en évidence plus récemment concerne le traitement de la terminologie dans la communication entre professionnels de la santé et le grand public. Dans cette optique, au Brésil, seule l'organisation Fiocruz, qui n'est pas une université, propose quelques spécialisations, quelques cours ponctuels pour ces professionnels sur la littératie en santé. Et comment surmonter ce défi institutionnel? Évidemment, je les soutiens institutionnels pour ça, mais il y a d'autres questions plus profondes qui se cachent derrière ce défi et je crois que le point de départ plus pratique, c'est créer un matériel didactique pour enseigner ce professionnel les techniques linguistiques liées à la simplification terminologique, à l'accessibilité terminologique aussi. Afin d'apporter une contribution dans ce sens, ce projet de recherche vise à développer un matériel didactique axé sur le principe de la littératie en santé,
de l'accessibilité terminologique, de la terminologie, du langage simple, dont les activités seront basées sur les données terminologiques de mon corpus et aussi du dictionnaire, enfin de la base terminologique proposée. À cette fin, en plus de s'appuyer sur les principes fondamentaux de la terminologie, ce projet inclura des contributions particulièrement liées aux approches des langues à des fins spécifiques, LSP, et de l'apprentissage guidé par les données, D2L. Alors, dans le cadre de mon projet, LSP est considéré une approche qui cherche à répondre aux besoins d'apprentissage très particuliers de chaque apprenant, apprenante et au groupe d'apprenants dans un contexte spécialisé d'utilisation de la langue. C'est dans ce sens que l'accent est mis sur la communication spécialisée. Traditionnellement, les contributions aux LSP se sont concentrées sur l'apprentissage des langues étrangères. Ainsi, la plupart des travaux existants explorent l'enseignement de l'anglais et d'autres langues étrangères à des fins spécifiques pour différents professionnels. Et je cite Cross, White, Sean et Davidson, dont les travaux sont destinés aux professionnels du secteur de la santé, plus précisément. Par rapport à l'approche DDL maintenant, au cours des dernières décennies, des recherches ont été menées sur les LSP en suivant l'approche DDL associée à la linguistique de corpus. Alors, en accord avec John, ce qui est considéré comme un pionnier dans l'adoption de DDL, dans la préparation des cours, il est entendu dans le cadre de ce travail que l'utilisation de corpus permet de développer des matériaux de référence puisque leurs activités didactiques seront basées sur l'utilisation réelle de la langue. Ainsi, guidés par l'utilisation réelle des données terminologiques à identifier, à analyser et à simplifier dans le contexte spécialisé en question, les activités du matériel proposé seront créées de manière à s'aligner sur les objectifs de mon projet. C'est donc sur cette relation à laquelle s'ajouteront les principes relatifs à l'accessibilité terminologique, au langage simple et à l'altération santé que se fonde ce projet en ce qui concerne le développement de ce matériel. Tout ça parce que ce matériel vise à contribuer à la mise en œuvre d'un principe important selon lequel, et je cite Madame Delavigne, parler la même langue est la condition fondamentale du dialogue. C'est là que réside un autre défi à relever, celui de trouver une voie théorique et méthodologique viable basée sur les travaux en LSP et DDL qui soit adaptée aux objectifs spécifiques de ce projet. En conclusion, comme je vous l'ai précisé au début, cette présentation n'apporte pas encore toutes les réponses aux questions soulevées. D'ailleurs, il reste une dimension à approfondir. Quel rôle joue la diachronie dans ce contexte, s'agissant d'une étude à la fois terminologique et diachronique? À mon avis, comprendre l'évolution des thématiques abordées dans le discours normatif plus précisément, tout en analysant les phénomènes de variation diachronique tels que la néologie rétrospective, la nécrologie terminologique et la résurgence terminologique, et en intégrant cette dynamique dans la base de données proposée, ainsi que dans le matériel qui sera développé. Ça permettrait de parvenir à une compréhension élargie des défis ici soulignés. En effet, l'analyse des aspects historiques et sociaux permettent d'expliquer certains comportements de la population vis-à-vis des directives législatives comprises par le corpus d'études. Par exemple, la révolte populaire qui a eu lieu au début du XXe siècle au Brésil contre la vaccination obligatoire, on appelle au Brésil révolte da vacina, trouve encore aujourd'hui un écho dans la méfiance d'une partie considérable de la population brésilienne vis-à-vis de l'efficacité des vaccins. Mon objectif dans cette présentation était de vous exposer le contexte complexe dans lequel ce projet sera développé, en espérant avoir souligné la nécessité de stratégies adaptées à ces cadres et
aussi de souligner mon désir d'apporter une contribution en tant que terminologue à la société brésilienne dans le domaine de la santé, plus précisément. Et enfin, ce sera un défi personnel pour moi aussi. Et c'est tout. Vous voyez quelques références, les références utilisées pour cette présentation. Voilà, la fin. E c'est tout. Muito obrigada. Merci beaucoup.